raconter, quand j'ai commencé à enseigner, a été au primaire. Toujours à partir de mon expérience, moi, ce que j'aurais voulu apprendre quand j'étais au primaire, c'est les valeurs inoues, le respect. Ça, là, dans les premières années, quand j'étais au primaire à l'école Johnny Pilot, c'était le respect. Puis plus les années passaient, là, je me disais, là, on accueille des enfants Inuits qui appartiennent à la culture des Inuits, de nos ancêtres. Puis nos ancêtres, eux autres, ils avaient des comportements. Ils avaient un code de vie. Puis pour assurer la survie en forêt, ils avaient l'interdépendance. C'est mon rêve depuis plusieurs années, là, si ça pouvait être implanté dans nos écoles, d'être interdépendants. Je ne parle pas juste entre élèves, là, mais c'est entre toutes les personnes qui sont dans l'école, d'être interdépendants. Si ça, un jour, ça arrive, là, puis nos enfants sont élevés dans l'interdépendance, là, moi, mon rêve, là, c'est qu'un jeune de la 6e année, puis qui prend conscience qu'un élève éprouve des difficultés en première année, de façon naturelle, qu'il aille l'aider. Puis en faisant ça, on va atteindre la réussite scolaire. Puis là, moi, je compare là, la survie en forêt, puis la réussite scolaire, ça ressemble. Puis la clientèle, là, c'est des Inuits. Puis ces Inuits-là, ils ont des valeurs. C'est nos ancêtres qui avaient ces valeurs-là. Puis, la discussion, là, juste pour vous ouvrir, comment vous voyez ça, là, l'intégration de la culture. Autre chose, on a souvent des ateliers, avec Ouliana. Denis, il vient dans les écoles, puis il va amener des activités. Le vocabulaire n'est pas le même. Hein? Le vocabulaire en forêt n'est pas le même du vocabulaire en ville. Puis ça, là, les élèves, nos enfants, ils n'entendent plus ce vocabulaire-là. Si on est la langue du bois, la langue de bois. En tout cas, ça, là, pour bien préparer nos élèves, là, il faudrait leur donner des mots de vocabulaire qui se disent en forêt. S'il y a quelqu'un qui veut poser des questions, qui veut ouvrir la discussion, là, de l'intégration de la culture, l'intégration de la culture dans les écoles. Puis en plus, là, nos ancêtres, ils partaient dans le bois à l'intérieur des territoires là, pour occuper l'intérieur des terres là, pour leur survie. Ils partaient d'ici là, à la fin de l'été. Puis nos élèves commencent l'école à la fin de l'été, fin août, là, début septembre. Puis ils revenaient à la fonte des neiges en juin. Puis Ninja, si on pouvait faire comme un cadre, un modèle d'école, l'éducation mienne, qui ressemble à nos ancêtres. 10 mois à l'école, 10 mois dans le bois. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien ou clairement là, pour faire la comparaison des deux modes de vie. Inuito ni sepadai nemu. Mungkin hak macam tu doa. Ni Inuito cipite benda nak kaksi badai ke di matematik kima jadi bawa Francis wawi mue. We shat. Na met Francis jadi cipite benda. Bukan cuma cis pernah jadi tu dan ni mue cina na história mak muito não inut mak mamustan na men как se no mak lista mais jo français mak identité so ne me mamut te pitte bane den jamnen dane inawat parce que tabano inouas. Elle, ce qu'elle dit, il y a certaines activités où on va fabriquer un canot ou une raquette. On va prendre des mesures, puis ça va être du mathématique.
ou d'autres notions là, d'enseignement. Le français. Puis, est-ce que ça, c'est faisable? Moi, je dirais que c'est faisable dans la mesure où si les programmes sont nés, les ateliers, que c'est prêt, que c'est déjà tout bâti, construit. Là. Mélanger les deux d'une façon. Dans les classes, je crois maintenant. Il y a dans une école. Non. L'école secondaire, toi. Bon. Toute l'année, tu as dit que moi, nous, tu tout droit. Ok, mais je ne sais pas, bon, en même temps, mais. Tu as dit intégrer les notions mathématiques françaises. Ça est-ce que les profs en français le font-tu? De prendre de la culture des Inuits puis enseigner soit le français ou l'histoire ou les mathématiques ou la géographie, je ne sais pas. Est-ce que ça se fait ou ça n'existe pas? Je pense qu'on peut parler, demander aux enfants de parler de leur vécu. S'il y a un enfant qui est revenu dans le bois, utiliser ce qu'il a vécu pour qu'il en parle aux autres, puis parler de ça. Mais c'est sûr que ça se fait pas comme ce que Guylaine dit, là, c'est sûr. Parce que moi, j'ai enseigné au préscolaire la prématernelle. Puis moi, j'ai fait les 4 années les 4 éléments. Fait que je fais des sorties avec eux, tout en apprenant. Moi, je suis à Bagouane, moi, tu dis tabarnak en tant qu'Inou. On est ni la je suis prématernelle, ni pas d'ali. Fait que j'ai intégré les notions, les chinos, tout en mané, wehish. Chinos, des on est ma route, mais t'as Inou. Et nous, je dois me venir, nous, wehish, que c'est nous qui m'a. Nakta na bom jadi. Nasquat na may bom we hitaman mama na kano kit kini ita go. Bukat ta. Sina. Tijinam lo hane wa jido na so di mak tijino ino. À l'intérieur des cours en langue Innu, il y a le programme Mshtuigshu Minashne. Puis dans le Mshtuigshu, je crois que moi nous was Aino Minashchin Shtuabatak Mac la lecture d'une recette, les mathématiques, les notions de mathématiques, la rédaction de courtes phrases en Innu Mishwat. Magwit washka katat weishish nutam de wachkotamano toasat weishish. Magni hawen le programme washka des méthodes de travail avec la carte sémantique là. Tu mets le weishish ou nés au centre, puis là, les élèves doivent nommer les animaux des Inuits, là, pas les nés de la ferme, puis dans un zoo, là. Mais la stratégie de lecture d'un texte, comme c'est enseigné en français. On est à le programme, le programme. De si, c'est plus au secondaire, mais au secondaire, le programme de si, parce que nos élèves, il faut le dire, là, la langue Innu, elle est en danger, vraiment en danger, là, que nin de si, je ne suis pas capable de l'utiliser au secondaire. Pour ce qu'on enseigne avec Mshtuigshu, Magwashka Katat, ils ne sont pas rendus à écrire des textes. Ils sont capables d'analyser, mais je crois un texte. De repérer les noms, puis de dire un nom au possessif, animé, inanimé, le possesseur 3PS, locatif, diminutif, pluriel. Ça, ils sont capables. Mais de leur rédiger pour t'attendre, parce qu'ils arrivent à l'école préscolaire, ça ne communique plus en Innu, Jean. Ça ne parle plus en Innu, là. Au préscolaire, déjà.
déjà, là, puis d'intégrer des notions de vocabulaire là, plus poussé en langue Innu, là, c'est comme la clientèle, elle est pas préparée à ça, là, je dirais. La classe d'immersion, déjà, le projet pilote que toi, je pêche. Première année, deuxième année, troisième année. Lui, il dit qu'il a fait partie du programme Immersion. Les cours académiques se faisaient tout en langue Innu, mathématiques, français, tout, de la première année jusqu'à la troisième année. Puis après ça, le projet a arrêté, là, ils ont cessé de poursuivre le projet, mais il dit que même à ça, lui, il a réussi à faire des études universitaires, puis il est revenu, puis là, il maîtrise la langue Innu, puis il a appris tout. Ce qui est arrivé avec le programme, c'est que pourquoi le programme a pris fin, ils ont fait l'évaluation du programme à partir du taux de réussite dans les matières de base, sans nécessairement baser l'évaluation sur l'acquisition de la langue maternelle. Donc, il est là, puis hier, je faisais une entrevue à Radio-Canada, j'ai dit, pour revenir aux classes d'immersion, comment on va en arriver à sauver une langue avec 1 heure, 2 heures par semaine? Non. Puis déjà, il y a un déclin au niveau dans les familles également. J'ai ramené ça hier dans l'entrevue. Je crois à ça. On a déjà commencé à faire des pourparlers avec les CRI pour voir, tenter à faire des liens avec la commission scolaire CRI pour nous aider dans l'implantation de ces classes-là. Mais quand on va faire l'évaluation, on doit mettre au premier plan la sauvegarde et la transmission de la langue. Et non, est-ce que le fait d'entrer ces enfants-là dans ces programmes-là, ils vont mieux réussir en français ou en mathématiques? Si on l'évalue comme ça, c'est sûr qu'au bout de quelques années, même au début, on va fermer le programme. Il faut miser, avoir les bonnes cibles. Avoir les bonnes cibles, et comme Canabush dit, ben, la langue française, les enfants, là, ils ont la vie pour l'apprendre, la langue française. Ils sont tellement en contact, tellement entourés. C'est pas la langue française qui est en danger. C'est la langue Innu. Mais comment on peut faire? Mais actuellement, en intégrant aussi les activités culturelles à l'école, il faut les mettre en contexte aussi. Il y a ça aussi qui est important. Même la petite affaire, là, c'est déjà beaucoup gagné. Hier, moi, je suis allée avec mes petits-enfants, le visionnement télé, je me tâche. Je n'ai un qui était assis à côté de ma sœur. Lui, il n'arrêtait pas de poser des questions. Puis il parle juste en français. C'est assez dommage, parce que ses parents lui ont parlé en français. Puis à côté de moi, là, j'avais mon autre petit-fils. Lui qui était là, il était captif du début jusqu'à la fin. Puis il posait toutes les questions. C'est juste un documentaire, ni un film, là. Ça signifiait beaucoup déjà pour lui. Puis lui qui était assis à côté de moi, là, puis là, quand c'est terminé, j'ai dit, puis, as-tu aimé ça? Il dit, j'ai appris une chose, juste un film, là, j'ai appris une chose. Ben, je dis, quoi, mon petit-fils? Et il dit, je sais maintenant comment on étire la peau de castor. Juste ça, là, il a appris, puis ça m'a donné des frissons, là. Mais imagine dans le contexte, si on les mettait dans un environnement où ils peuvent voir, manipuler, genre,
Carney, oui. Puis depuis, après, Jen, depuis qu'elles sont là, Caroline, Karine, c'est des enseignantes de la langue d'Innu au primaire. Mes petits-fils, ils me ramènent un mot, man. Un mot en Innu. Eux autres, là, ils ont comme donné un diplôme, là. Mais il faudrait plus, en faire plus. Puis, d'être, d'avoir... Volonté collective. Thérèse? Nabiyog kaskot mat na ni natin mo tapta nakawin na yun na nagkatbak mo tawi sabi siya way mot we tapoy tadi ho we to sing we no skit we no you badas kaskot mat na no ke we je na hak un badas che chime chiga un tati no nagchana we to moine no le programme d'immersion J'ai monté nous à cette chaîne d'immersion, mais la prochaine du hat c'est une chose à cette nous temptation, nous temptation nous on est pas si what, on est non je te déni et j'ai monté nous à cette chaîne de la génération avec la technologie, nous me stéine parce que nous sommes montés à nous chez des what, on connaît de moi, on te passe mon nom. Wa tamoche wa no apatnya no tiwe ne wan kasno son histoire connaît sa langue connaît ses traditions connaît les valeurs minani benchawasat so jaga boten ji enyo wat den ji moi no kanu pune hat pite yano a plein ta to kanu pune hat eden man ita tene o dan sa kanu pune hat pite yano eden ma blola not chance ji so jaga bonji to asat ata kay trume je no tam ko na inda was o taimon o tapajamon o nenu se vitamino wat kay handot na buyani kay mina kawi no no skati wi mina wat yo asat pada so jaga bu toma jaga mata panoten kas ko na no jaga nyame tatani ja potoi mas to himian wa tatea potwas ta ni wasa to ponehan no chamat no tate no chamatis pas ko tuasat ko tapnehan tatta naite ndot na kuno chamat ke chiwayan wa ite wa hata ino pasanoni tatta ke chiwayan wa hat na kawina pe na tomi chamano manu che waspiat ma wat ko boske to han ko un chet ke to na guya pit ke guya gas ko na no to pasano wat pomis to himiano pi ka sonte ni wa men ke tabet mani mis to no Jimahab de Bandita Teai was got my now with the piantis parce que on est dénardino et moi je coûte ma voyage mais je to no tap to understand but understand but pas qu'on senden ni si hoim gat nei mo minata no asun di ne he no chantis yang ke tatan dan no hat pit ya no potui pataimat Chui hu chati chui ai no we just dai no ta bai ta ti hu ga ma skuno na kan ponehan je ji no te no tam le bala na no tant que tu me que tu connais l'estime de soi qui donc tu dis et no asu que ma jetin je tu ko na wasa no te no swa sino je ji shne je ji pa ho Jadi si waja nino putu ko jam dis ka seha mani ba chikwen mani tem chu ka bona ko swasin no to gente wa na no pete ta wona ni ne na manjis ta buita di hnan jen wa sut kas na goja un ji ho no ta pete de manjisha un inwa din wa miot man win dot no nei no enyu what nei la ret lo te pa no ni ya me si wet na wi te to ko no pei te pat première année c'est fait pour ça là moi dis la maternelle no vini no chu kwa no
Parce que première année, t'as d'eau. Il n'a pas semaine pour te gasser mon dingo. Hein? On est à Oui, maintenant, Kenda Bidadi. Je vais essayer de traduire, là, mais c'est toujours court, la traduction de Lino vers le français. Non, ce qu'elle expliquait, au tout début, là, parce que né la langue Innu, pour la sauvegarder, là, il y a deux accents. À l'école, ils font juste des apprentissages, là. Mais l'acquisition, comme elle explique, là, ça se fait à la maison, ça se fait dans l'environnement immédiat de l'enfant, là. Puis elle, ce qu'elle priorise le plus, c'est de bâtir l'identité des élèves qu'elle reçoit par leur histoire, en leur parlant juste en langue Innu. Puis elle fait référence avec le programme d'immersion Kanabusha. Comme elle a grandi dans le bois. Puis à un moment donné, ses parents ont descendu en ville pour aller se ravitailler. Mais en étant à cette île-là, c'est le curé qui a eu le temps de la ramasser puis de l'intégrer au pensionnat. Puis en arrivant au pensionnat, aucune notion de la langue française, là. Elle n'avait jamais entendu, la langue française, mais elle a appris comme ça, là. Puis elle a dit que elle n'a jamais eu, quand tu es allée à l'école, elle a été capable de combiner les deux. Innu, parce qu'elle maîtrisait la langue que sa mère lui a transmise. Elle a connu, elle a vu nous amener les connaissances traditionnelles, les activités traditionnelles, parce qu'elle a grandi dans le bois. Elle a dit ça, c'est pas un obstacle pour la réussite d'un enfant. C'est pas ça l'obstacle pour que les élèves réussissent. Elle priorise plus de renforcer l'identité des enfants qu'elle accueille à la maternelle. 25 ans que tu es au petit monde des petits enfants. 25 ans qu'elle est là. Puis là, cette année, petit chignan. C'est beaucoup, merci. Mais ce que je retiens, c'est l'acquisition. Il faut que les parents comprennent que l'acquisition, les enfants reçoivent des notions de grammaire, de la langue Innu, des mots de vocabulaire. Mais c'est à la maison là, qu'il faut que ça se fasse l'acquisition de la langue. Il ne faut pas avoir peur qu'un enfant soit en échec. Il faut plutôt voir l'enfant comme ayant des grandes capacités d'apprentissage et que de la première à la troisième année, c'est vraiment important de nourrir le contact avec la nature, l'émerveillement, la spiritualité, la tradition orale. Et puis, mais ce qu'on a réalisé, c'est qu'il y a beaucoup de familles qui ont peur, parce qu'ils ont peur que leurs enfants, ils sont comme, ils n'entendent pas ces histoires-là. Fait qu'une piste d'action que j'aimerais proposer, c'est peut-être juste des petits vidéoclips, des témoignages. Ça peut être publié dans le journal, ça passe à la radio. Salut, mon nom, c'est blablabla. Moi, j'ai été jusqu'à la troisième année uniquement en Innu. J'étais allée à l'université, j'ai fait telle chose, puis voilà, tu sais. Le développement d'une langue fait que l'enfant développe son intelligence pour ensuite apprendre 2 puis 3 autres langues. Les Africains, là, ils parlent toutes 4, 5, 6 langues. Puis ils font toutes des doctorats. Puis ils n'ont pas grandi avec des téléphones cellulaires. Puis tu sais, je parle de des gens qui sont maintenant dans la 30, quarantaine. Là. Fait que peut-être que ça peut aider à défaire des préjugés, de faire connaître aux parents, défaire la peur de l'échec. Parce que je comprends aussi, les gens ils disent, ben là, mon enfant va peut-être pas vivre toujours à Ouahat, je veux qu'il soit capable de... Mais miser sur la richesse de première, troisième année, par peut-être des petits témoignages comme ça, je trouve ça merveilleux. Si l'identité de ton jeune est solide, peu importe l'apprentissage que tu veux lui montrer après, il va l'avoir, il va le poigner, c'est des petites éponges. Fait que, puis même, on parle beaucoup au niveau primaire, mais même au niveau secondaire, il y a tellement d'apprentissage qui peut se faire à travers la culture, des cours d'histoire, les cours d'éducation physique, les cours de CR, et je pourrais en nommer, là, où est-ce qu'on peut enseigner ces cours-là en Innu. C'est sûr qu'il manque peut-être au niveau du personnel des gens qui connaissent la langue, mais écoute, dans mon cours de CR, moi j'ai donné la culture histoire Innu, puis je suis pas Innu, mais sauf que j'étais allée à mes ressources, puis j'étais allée m'informer sur la culture, je l'ai appris en premier. Puis après ça, je l'ai montré à mes élèves. Après ça, on a fait un sweat lodge. Je l'ai donné en anglais parce que je voulais mélanger l'anglais là-dedans. Fait que ça prend juste des profs flexibles.
des profs qui sont ouverts à la culture. Il faut lâcher le programme du ministère de l'Éducation. Ça ne marche pas chez les Blancs, ça va marcher encore moins chez les Autochtones. Bon. Il ne faut pas trop non plus copier un modèle qui ne colle pas. Ça serait le contraire. Ça serait aux Blancs de coller plus sur le mode autochtone. Peut-être qu'on respecterait plus aujourd'hui notre nature, notre environnement, puis qu'on focuserait moins sur la performance, puis sur l'éducation supérieure, parce que c'est pas ça nécessairement qui apporte le bonheur, mais c'est ça. C'est que les gens, il faut qu'ils soient solides dans leur culture, il faut leur montrer qu'ils soient fiers. Fait que c'est sûr que les non-autochtones, il faut y croire aussi là, cette culture-là, là, puis essayer de l'intégrer partout, puis aller chercher nos ressources, et nous, pour être capable de l'intégrer, parce que c'est sûr que nous autres, on a toujours la pression de les programmes, puis que les éléments du ministère, tu sais, c'est beaucoup, mais moi, je pense que il ne faut pas choisir entre l'anglais et le français. Il ne faut pas choisir entre l'Innu et le français. Moi, je pense que ça se marie bien, les cultures et les langues. Ça se fait ailleurs. Fait que c'est sûr que ça peut se faire ici aussi. Merci pour ton témoignage. Je suis tellement sans mots. Où est-ce que tu m'as Polly? Inuyamun in lehente was wejpan utenion nenue son identité et tante nenu tewi atokatakan teji nenue husi makaka mande te paikatin te nete la boss putna inwasat mista inuyamut mista inuyamam jam wijo inuyamian ba pi mutante Kasut majority Mr. Yamono mo okat no me nakachita neno ino Yamono pi evutante tu de chino ja pi takamiste gente we kai mote tieto se la neno we tamanis na ti wasat ta boat gaset na queen pesi basta we pesi gaset na mo chano je tamanti Maîtriser toute sa langue. Ce qu'elle dit, que quand un jeune Innu maîtrise bien la langue maternelle, genre, quand il débute sa scolarisation, genre, il acquiert bien, il apprend sans difficulté parce qu'il maîtrise la langue maternelle. Je est-ce que tu avais elle après ça, toi? Mais je peux vous dire que oui, ils sont contents de faire l'artisanat, mais ils sont vraiment, vraiment perdus, nos enfants. Ils ont perdu leur culture. Des fois, je dis à mes enfants, est-ce que vous êtes fiers d'être Innu? Puis tout le monde me dit, oui! Mais pourquoi tu parles en français? D'être Innu, t'es supposé d'être fier, j'ai dit. Je le dis souvent, rien que pour éveiller la conscience. Si t'es fier d'être Innu, faut que tu parles en Innu. Comme moi, j'ai dit, chez nous, je parle en Innu, puis avec vous autres en Innu, parce que je suis fière, là, vraiment, vraiment, j'ai dit. Vous me voyez, hein, je porte tout le temps des barrettes, des affaires Innu, j'ai dit, là, je suis fière, j'ai dit. Puis vous autres, j'ai dit. Puis là, ils voient qu'ils perdent leur valeur, sais-tu? Je le dis assez souvent des fois. Pour aider mes jeunes à trouver leur valeur, là, je parle tout le temps. Moi, j'ai été élevée dans le bois. J'ai toujours été dans le bois jusqu'à l'âge de 18 ans avec mes parents, jusqu'à temps qu'ils sont vivants. Je parle tout le temps des plus belles souvenirs que j'ai vécu. Passe ton ordinateur. Avec ma mère dans le bois. D majuscule J. Plus beau moment de ma vie. Ils ont pas 508 dans 1960. dans cette vie-ci, mes parents sont morts. J'avais 18 ans, puis ma mère est morte à 23 ans. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont laissé là? C'était les vraies valeurs vécues dans le bois. Moi, là, si je serais tout seul dans le bois, là, j'aurais pas de misère. Des fois, j'ai dit ça à les enfants, c'est ça. Je parle qu'est-ce que j'ai vécu pendant qu'est-ce que j'ai vécu avec mes beaux moments avec mon père. Ça, j'ai dit, c'est une grande valeur que j'ai dans moi, j'ai dit. Puis je me promène avec ça, puis je vous le donne encore plus. C'est le plus beau cadeau que je peux vous donner aujourd'hui, parce que ta mère, ils n'ont pas ça, vous autres, parce qu'ils ont été élevés ici, en ville, j'ai dit. Mais moi, j'ai dit, c'est le plus beau cadeau que mes parents peuvent me donner. Puis,
C'est ce que je trouve. Comme ils disent, là, c'est à la maison. Oui, c'est à la maison. Moi, j'ai un qu'un fils unique, là. J'ai toujours parlé en Inou, mon fils, chez nous. Puis je dis ça tout le temps à mes petits-enfants. Puis là, puis il s'en va à l'école, mon fils, puis il revient à l'école. Il me parle en français. J'ai dit, hey, pourquoi tu parles en français? Il dit, à l'école, ça parle en français. Mais là, j'ai dit, c'est bien dommage, tu restes dans ma maison, tu vas parler Innu. Ici, c'est Innu. Puis là, il me dit, mais là, maman, il dit, ils vont rire de moi si je parle en Innu. Aïe, aïe, mon cœur, j'ai dit, t'es un Innu, il faut que tu sois fier. J'ai dit, puis là, c'est vrai, là, les enfants, là, ils me regardent, là. C'est vrai, j'ai dit, ça m'a fait mal dans mon cœur. J'ai dit, vous riez entre Innu, pourtant l'Innu, là. J'ai dit, c'est le mot fort, ça veut juste Innu, là, j'ai dit, c'est quelque chose de grand, j'ai dit. Puis là, aujourd'hui, mon fils, là, il a 21 ans. J'ai dit quoi, il me parle en Innu. Je pensais jamais qu'il allait recommencer à parler en Innu, vu qu'il parlait tout le temps en français ici dans la communauté. Puis là, il parle en Innu. Puis là, puis là, je suis très surpris là, avec les grands yeux. Hey, petit! Ouais, c'est ça. Il ne faut pas lâcher parler en Innu quand c'est petit. Sais-tu? Regarde un exemple. Ma soeur a 6 enfants, puis il y a 5 filles, ils parlent juste français. Puis là, on est en train de dîner là, de leur maison, là, puis Pauline, il me dit, sais-tu, il dit, mes filles sont en train de parler en Innu, là, ils essayent, ils regrettent assez qu'ils n'ont pas essayé de parler le français. Mais aujourd'hui, là, quand on se m'en va manger chez ma soeur, là, on parle tout Innu. Tout Innu. Puis ils sont comiques parce qu'il y a un accent. C'est pas comme nous autres, là, quand on prend des vrais mots. Puis il y a aussi, là, je me rappelle quand on a été élevés dans le bas, là, je prenais tout le temps le vrai mot Innu que les grands-pères, nos grands-mères l'utilisaient. Puis une fois, là, un ami me dit, c'était dans le temps quand je buvais, là. Puis là, on me dit, hey, n'est pas une chenio, Imo. Il parle comme un grand-père, comme une grand-mère, il m'a dit. Puis là, moi, comment je parle? Seigneur du bon Dieu, comment je vais parler en Innu, là, je ne sais plus, là. Je suis perdue, là. Puis là, c'est là que j'ai commencé à mettre mon français, Innu, français. Puis j'avais tout perdu. Mon père m'a montré qu'est-ce que les vrais mots voulaient dire en Innu, là. Puis moi, là, vu qu'on est un colloque, là, moi, j'aurais un projet. Vu que nos enfants sont perdus, ils ont perdu leur valeur, puis moi, j'aimerais ça que l'éducation entende ça, là. Avoir une journée culturelle, juste une journée culturelle dans les 3 écoles, au moins lui montrer que la jupe est importante. Mettre toutes les 3 écoles, les petits-enfants, maternelles, au secondaire, juste mettre la jupe. Comment que l'importance de la jupe est importante. Parce que nos grands-mères, nos grands-pères nous portaient ça, puis il y avait une raison très significative pour eux autres de porter la jupe, d'être fiers d'être Innushko. Puis au moins, ça là, ce serait un grand pas de fait. Je ne sais pas comment on va procéder, mais moi ici, à Madrid, je peux confectionner leur jupe avec eux autres. Prendre un temps pour de 1 heure à midi, peut-être, je ne sais pas. Mais au moins, on va faire un pas, sais-tu, de lui montrer comment c'est important d'être Innushko. Moi, je suis fière d'être Innushko, je porte tout le temps ma jupe quand c'est des cérémonies. Puis j'aimerais ça que les autres aussi portent leur jupe avec fierté. Oui. Puis c'est ça, je demande à l'éducation, je ne sais pas comment on va procéder, mais il faut que ça se fasse au moins une fois par mois, jusqu'à ton mois de juin pour lui montrer comment pour
sont vraiment, vraiment perdus. J'aimerais ça les aider de ce côté-là. Merci. Il y avait une question ici. C'est juste pour appuyer ce que, je sais pas c'est quoi, Lise disait, moi j'étais en première année à Tchitchnou, puis les enfants qui, pas nécessairement avec les notes, là, je parle pas de réussir avec les notes, mais les enfants qui réussissent le mieux dans leur façon d'être dans la classe, la confiance, tout ça, c'est ceux qui parlent le plus inou. Parce que quand je leur parle, moi je sais pas là, exactement qui parle le plus inou, mais dans la semaine culturelle, je le voyais parce que ceux qui comprenaient, ils étaient accrochés aux paroles des aînés, puis ceux qui ne comprenaient pas, ils étaient partis. Puis j'ai vu que ça fonctionnait avec les élèves qui réussissent mieux dans l'école, qui ont plus confiance en eux. Sinon, j'ai travaillé dans une école, je pensais à l'université, je travaillais dans une école à Kitigan-Dibi, proche de Maniwaki, puis eux, ils font de l'immersion, c'est comme une option, mais tout le long du primaire, de première à sixième année, tous les après-midi, tu t'en vas en option, eux, c'est Anishinaabe. Fait qu'ils font pas l'anglais, ils font un petit peu moins, ils font comme plus rapidement leurs autres matières là, le matin. Fait que j'étais dans une classe de cinquième année, puis j'avais comme à peu près la moitié de la classe qui s'en allait en classe d'immersion Anishinaabe, puis ils font ça pendant 6 ans, tous les après-midi, toute leur primaire. Puis c'était. Puis ça a un impact parce que dans toute l'école, ben, ceux qui font ça, ben, ils font des projets, ils font des spectacles. Fait que même ceux qui ne sont pas dans l'option, ils vont recevoir quand même parce que leurs amis vont leur parler. Tu sais, fait que finalement, ça se promène quand même. C'était une façon intéressante de faire. Merci. C'est le fun d'entendre ça. Now, with man was born to the minute one managed to him now. Kecil with what we got some magic man, and we know it took it in the go man. I wanted some one in the Ninja was a man. Muki in noticed the magic. And you had up start the menu a mono. Any hand stop? Yeah, so it's good to that. My Yamwit, just imagine our premiere année. Siska, instead of what I put ahoy water. Magnine heb skabet mancha inuas inotrista mago chegam standa tu tas paden mo chegam step po hen ne wouldn't na te wouldn't heb skabte dini ne spesis paden mat at mane wasi de idano pour ne il pas conscient de mais na dini was inosko ino isagmagot tish paden pour ça m'amène à une réflexion, puis ça, là, c'est pas que je veux manquer de respect à la culture des non-autochtones, là, mais quand j'étais au primaire, là, puis quand l'élève Inno devait avoir des conséquences, là, puis qu'il devait aller s'excuser au professeur, des fois, ça m'arrivait, là, qu'un élève venait cogner, puis là, je l'accueille, puis il me dit, je veux m'excuser. Puis ça, là, dans la culture des Inuits, ça n'existe pas, ça. Tiens, on ne s'excuse pas, on répare. Le mal qu'on a causé, là, on répare. Mais j'étais-tu donc humiliée? Le jeune qui arrive, là, il ne comprenait peut-être pas le sens, le concept de s'excuser parce que c'est un Inuit. Ni je recevais ses excuses, puis j'avais le goût de pleurer parce que ça ne fait pas partie de notre culture, mais on répare, Michoute. Si on a causé du tort à quelqu'un, on répare le mal d'une certaine façon. Puis de toute façon, tu vois, le mot excuser en langue Innu, tu vois, parce qu'on veut comme renouer des liens d'amitié avec l'autre, ben on tente par tous les moyens, j'ai réparé tout mes torts, puis après ça, quand j'ai réparé, ben je sais que j'ai renoué des liens. Le mot excuser, là, surtout un jeune enfant, là, c'est comme si on lui disait « Tu t'excuses parce que chez les Blancs, on s'excuse. » C'est le message que je reçois, c'est ça, là. Ça me faisait mal, puis j'avais honte pour le petit jeune de recevoir ces excuses. Je suis contente de l'avoir dit, là. Peut-être des fois, là, on se trompe aussi, hein, comment on enseigne à des jeunes, là. Inuits. 1 heure, toi, on devait faire la discussion s'il y avait quelque chose
que non, c'est important, là, c'est le temps de le dire. Moi, j'ai eu 4 enfants bilingues et ils ont tous été bloqués sur une première langue, la française avec moi, puis ils n'avaient pas le droit de me dire un mot dans une autre langue, l'anglais. Mais j'ai dû tous les couper de moi et les envoyer faire leur immersion avec la famille anglaise pour que l'anglais sorte. Mais ils comprenaient, mais ils ne sortaient pas les mots. Mais là, pour moi, je suis pour l'immersion et le couper. Et c'était 3 semaines pour l'un, 4 semaines pour l'autre, mais ils sont tous les 4 passés par là et sont tous revenus bilingues. Mais ils n'avaient pas le droit de me dire un mot dans une autre langue que la mienne. Là. Ça, et j'ai toujours parlé ma langue, même si on était dans un endroit qui n'était pas notre langue. On me disait, non, il faut que tu parles. Je ne veux pas parler à mes enfants dans une autre langue. Puis c'était les autres, et je retraduisais tout de suite, tout le temps pour les autres, les gens d'à côté. Pour leur dire, vous n'êtes pas à côté, vous n'êtes pas à part, mais je ne changerai pas ma langue. Mais je suis avantagée, c'était le français, il y en a beaucoup. Mais je suis pour l'immersion, et puis pour l'école, les premières années, comme l'avait dit un colloque, je ne sais plus si c'était l'écrit, je ne sais plus c'était qui, mais il disait les 2 premières classes ou plus, juste dans la langue. Il faut maîtriser une langue, n'importe la première langue, pour pouvoir avoir une autre langue après. Donc, aujourd'hui, je veux vous présenter un aspect très particulier qui est l'apprentissage de comportement. Okay? Tous les éléments dont vous avez parlé sont effectivement essentiels. Et je pars comme principe que, supposons qu'on ait ces éléments de base-là, c'est-à-dire que l'environnement est relativement stable, le jeune a des relations de base avec son entourage, la plupart de ses besoins sont normalement comblés, on a quand même parfois des difficultés de tout ordre, que ce soit de l'anxiété, de l'opposition, ou simplement l'estime de soi. Alors, je veux un petit peu vous amener les choses sous un angle particulier qui est celui de l'apprentissage de nouveaux comportements. En fait, apprendre une règle de grammaire et apprendre à contrôler son anxiété repose sur les mêmes bases de fonctionnement du cerveau. Il n'y a pas de différence en soi dans le fait de faire un apprentissage de contenu, à l'école, sur le cours d'histoire, par exemple, et d'apprendre à développer des habiletés sociales. C'est des contenus différents, on s'entend, mais pour le cerveau, c'est une habileté. C'est soit l'habileté à se souvenir de dates importantes dans l'histoire, soit une habileté à donner une bonne réponse sociale quand on arrive dans un groupe. Okay? Donc, on va d'abord regarder comment ça se passe, apprendre quelque chose, pour voir ensuite comment est-ce qu'on peut rendre ça concret pour l'apprentissage de comportement. Puis, je vous amène tranquillement vers ce qu'on va appeler l'enseignement explicite des comportements. Okay? Puis, j'irais plus loin que ça, je dirais l'enseignement explicite des comportements alternatifs. Hein? C'est-à-dire quoi faire d'autre. Parce que, bien souvent, un enfant, imaginons, on est en maternelle, un enfant en pousse un autre dans le mur parce que l'autre est venu prendre son jouet. Okay? On va lui dire que c'est pas gentil de faire ça, on va éventuellement mettre une petite conséquence, etc. Mais si on ne lui montre pas quoi faire d'autre à la place, quand un enfant vient prendre ses affaires, je veux dire, il n'a pas plus appris quelque chose de nouveau. Il ne sait pas, la fois suivante, il ne saura pas nécessairement quoi faire. Parce qu'il n'a pas développé une nouvelle connaissance comportementale. Okay? Donc, ça va devenir important de lui montrer de façon très explicite quoi faire à la place de. Et d'ailleurs, il y a des recherches qui démontrent très clairement que la meilleure prévention pour s'assurer qu'un jeune ne se retrouve pas en centre d'accueil à l'âge de 14 ou 15 ou 16 ans, c'est à la maternelle. Hein? C'est au moment où il y a des comportements plus violents. Si on ne lui montre pas justement des comportements alternatifs, quoi faire à la place, il risque de prendre un chemin qui est celui du mode punition, il ne faut pas faire ça, punition, il ne faut pas faire ça, et se cristalliser dans ça. Alors, les recherches démontrent que si, au contraire de tomber dans cette cristallisation-là, on montre des comportements alternatifs, on fait baisser les comportements problématiques et on réduit les chances de développer des... Donc, l'enseignement explicite devient extrêmement important. Pour ça, il faut comprendre quelque chose de très simple de notre cerveau. Notre cerveau est fait d'un ensemble, d'un paquet de modules spécialisés. Okay? C'est-à-dire que on a des zones du cerveau dont le travail, c'est de repérer les visages, reconnaître les visages. D'autres zones spécifiques
c'est pour la conscience phonologique, d'autres, c'est pour la lecture, d'autres, c'est pour la reconnaissance des lettres. Puis tout ça travaille évidemment en équipe. D'autres vont être centrés sur la reconnaissance des émotions, okay? Le sens du nombre, la localisation. Il y a tous les aspects émotifs qui sont dans des zones plus précises. Bref, notre cerveau est un peu comme un ordinateur dans lequel il y a plein de logiciels, chaque logiciel ayant sa spécialité. Okay? Évidemment, avoir un ordinateur, c'est comme quand on s'achète un bel ordinateur tout neuf et nous dit il y a tout dedans. Okay? On ne sait pas du tout comment ça marche, mais il y a tout dedans. Bien, le cerveau humain est comme ça. On sait maintenant même que l'enfant vient au monde avec des prédispositions à des apprentissages de toutes sortes de choses. Son cerveau sait déjà des choses, mais il faut les activer. Okay? Donc, toutes ces zones spécialisées-là ont leur utilité, mais à quelque part, ça prend un chef d'orchestre. Hein? Parce que ces modules-là doivent travailler ensemble dans une direction précise. Autrement dit, quand moi j'achète un ordinateur, il va y avoir tous les logiciels dedans. C'est moi qui les utilise pour atteindre un but. Okay? Je ne prends pas n'importe quel logiciel au hasard, je choisis ceux dont j'ai besoin en fonction de la tâche. Je veux faire un texte que je veux envoyer à quelqu'un, donc j'ai besoin de Word, faire mon texte, corriger mes fautes avec Antidote, ensuite mettre ça dans un courriel. Puis, alors, je vais utiliser ce dont j'ai besoin pour atteindre mon but. Le chef d'orchestre du cerveau, c'est les fonctions exécutives. Hein, on parle de plus en plus dans les dernières années de l'importance des fonctions exécutives, qui sont les fonctions supérieures du cerveau. Il faut faire attention avec le mot supérieur parce que je me faisais poser la question dernièrement, est-ce que des fonctions supérieures et des fonctions inférieures, c'est que peu importe qu'il soit inférieur ou supérieur, si vous enlevez une des deux, le cerveau ne marche plus. C'est comme de dire, est-ce qu'un ordinateur fonctionne s'il n'y a plus de logiciel, même s'il y a quelqu'un devant? S'il n'y a rien dans l'ordinateur, ça ne fonctionnera pas. Puis un ordinateur tout seul avec personne devant pour vouloir en faire quelque chose, bien, en tout cas, nos ordinateurs n'ont pas encore l'autonomie de fonctionner tout seul. Alors, les deux fonctionnent ensemble, mais on sait que les fonctions exécutives vont traiter des choses plus complexes, prendre des décisions, choisir, se retenir, hein, inhiber des comportements, s'ajuster. Donc, c'est la partie essentielle. Et depuis quelques années, on parle beaucoup de ça au niveau de l'apprentissage, hein, au niveau, entre autres, aussi du trouble d'attention, où on dit que l'activation, l'inhibition peuvent être problématiques, mais aussi beaucoup au niveau de l'apprentissage. Or, depuis quelques années, ce qu'on réalise, c'est que les fonctions exécutives sont tout aussi, sinon plus importantes, pour tout l'aspect affectif et comportemental. La présentation, l'atelier, c'est la communauté au service des enfants. Quand on s'est réunis, le comité pour le colloque en éducation, il y a comme eu une demande de la part des membres du comité qui disaient « ce serait bien qu'on fasse un atelier pour informer les parents, informer même le personnel qui travaille au sein d'ITOM pour présenter un peu tous les services qu'on offre dans les différents secteurs, mais surtout aller cibler notre information sur les services qu'on offre aux enfants, aux familles, aux parents. » Fait qu'on a comme, on a comme monté un atelier là, pour vous donner cette information-là. Donc, je vais débuter. Le secteur éducation. À ITOM, nous gérons 3 programmes. Nous avons le programme d'enseignement primaire-secondaire. Le programme d'enseignement primaire-secondaire, c'est autant la clientèle qui fréquente les écoles d'ITOM que la clientèle qui fréquente les écoles provinciales, mais qui vivent sur la communauté de Ouachette-Maliotenam. Le programme primaire-secondaire, c'est un programme qui est basé sur le lieu de résidence. Donc, si j'ai un jeune qui vient d'une communauté comme Mingan-Schefferville, qui a une adresse sur le territoire de Ouachette-Maliotenam, je dois desservir les services pour cet enfant-là. Donc, c'est un programme basé sur le lieu de résidence. Au même titre qu'un enfant avec le numéro de bande à Ouachette-Maliotenam qui déménagerait à Québec, qui vivrait sur la communauté de Wendake, serait pris en charge par Wendake. Donc, le programme primaire-secondaire est fait comme ça. On gère également le programme d'éducation spéciale à coût élevé. C'est un programme qu'on a pris en charge depuis le 1er avril 2019. C'est très récent. Anciennement, ce programme-là était géré par l'Institut Tchagapèche, qui continue à gérer pour les communautés membres,
Mais nous, à Ouachette-Maliotenam, on a décidé de prendre en charge la gestion et l'administration du programme d'éducation à coût élevé. Donc, ce sont nos enfants qui ont des plans d'intervention, qui ont des besoins, des difficultés de modérés à sévères avec des définitions et tout ça. Mais le choix d'ITUM dans le rapatriement du programme au secteur éducation, c'était pour mettre en place, maximiser les services de proximité aux enfants. Parce que quand le programme est géré au niveau régional, c'est sûr que les ressources se répartissent à travers toutes les communautés. Une gestion locale, qu'est-ce que ça fait comme différence? C'est que depuis le 1er avril, on a une orthophoniste à temps plein dans les écoles à Ouachette-Maliotenam. On a une neuropsychologue à temps plein pour notre clientèle. On a une psychologue scolaire. On a un travailleur social par école. On a des éducateurs spécialisés. On a pu développer nos propres services de proximité. Puis, les enfants, bien, des listes d'attente, il n'y en a pas. En même temps, ce que ça donne comme avantage, c'est que, par exemple, le neuropsychologue, ou même on a une orthophoniste, notre orthophoniste, ce qu'elle fait, bien, elle est dans les écoles. Elle a un bureau dans chacune des écoles. Donc, les enfants, elle les voit à chaque jour. Elle rencontre les parents. Elle discute avec le personnel enseignant. C'est pas comme une ressource qui arrive une fois aux 3 mois, puis qui rencontre l'enfant 30 minutes, qui fait son rapport et qui s'en va. Donc, c'est ça l'avantage des ressources de proximité sur place. Puis, on voit vraiment les résultats. Ensuite, on a le programme d'aide aux étudiants de niveau postsecondaire et le programme préparatoire à l'entrée au collège et à l'université. La différence entre les deux, dans les programmes au niveau cégep, collégial et au niveau universitaire, vous avez des programmes temps plein. Donc, les étudiants, des fois, ils ne sont pas sûrs du programme dans lequel ils veulent s'inscrire, ils rentrent au cégep. Donc, on a un programme d'aide financière pour ceux qui vont pour la première fois au cégep ou à l'université, avec des cours compensateurs. Des fois, avant de rentrer dans leur programme, ils doivent compléter des cours, certains cours, avant que l'université ou le cégep l'intègre dans un programme régulier. Donc, on gère ce programme-là, puis on gère également l'autre programme qui est le niveau postsecondaire, les programmes réguliers au niveau du cégep et de l'université. La clientèle au secteur éducation. Nous, on offre les services du préscolaire au secondaire 5 en termes de services d'enseignement dans les écoles d'ITUM. Depuis cette année, le préscolaire est à temps plein au niveau du 4 ans, puis il est à temps plein aussi au niveau du 5 ans. Depuis 2 ans, on accueille sur notre territoire un centre d'éducation aux adultes, le CREA qu'on appelle. Nous, nos bureaux sont au 2e étage. On est en transition, je dirais, pour aller chercher la gouvernance. ITUM, quand il a postulé quand il a donné sa candidature pour recevoir le centre, je dirais que la condition était que ITUM continue avec le conseil scolaire pour que le conseil scolaire nous aide au démarrage du centre. Puis après 3 ans d'implantation, bien, ITUM serait prêt à prendre la prise en charge. Donc, Annie et moi, nous sommes dans le comité. On a un comité exécutif qui est en place pour la gestion, la co-gestion de ce centre-là. Puis, on participe aussi à tout le développement au niveau de la formation professionnelle avec toute l'équipe du CREA, bien sûr. On a 650 étudiants dans les écoles d'ITUM, donc 491 au primaire, 164 au secondaire. Au total, on a 157 étudiants, dont 19% de notre clientèle qui va dans les écoles provinciales. Maintenant, on a également 169 étudiants du postsecondaire, dont 78 au collégial, 91 étudiants à l'université. Ça, c'est des données qui bougent, mais en moyenne, là, en date d'aujourd'hui, on est pas mal autour de ces nombres-là. Pour l'année scolaire 18-19, nous avons eu 76 diplômés. Le gala d'ITUM du mois d'août
on a eu 76 diplômés. Il y a 2 ans, on était à 90 diplômés. On a un taux de diplôme assez important. Ça comprend du diplôme de secondaire 5 jusqu'au diplôme universitaire. On a 125 personnels qui travaillent au secteur éducation des TOM. Ça comprend le personnel enseignant, les services complémentaires, le soutien, l'administratif. Sur les 125 personnels, on a 40% de notre personnel que ce sont des INO de la communauté. C'est quand même beaucoup en termes de prise en charge. 40% de notre clientèle là, sont issus des Premières Nations. Ensuite, on a un ratio. Si je calcule le nombre d'enseignants versus notre nombre d'étudiants, on a un ratio de 1 enseignant pour 10 élèves actuellement, ce qui est très bien. En moyenne, chaque école dispose autour de 7 ressources pour donner des services en adaptation scolaire. L'organigramme au secteur éducation, il y a moi qui est là à la direction de l'éducation. Au niveau des écoles, nous avons Mme Heidi Vachon à la direction de Johnny Pillow, Mme Guylaine Turby à Manganetosh et Mme Ingrid Chernich à Chiteshno. Dans notre secteur, on a comme 2 blocs. On a le bloc, je dirais, des services complémentaires et les services pédagogiques. Tout ce qui est services complémentaires, ça veut dire bloc sportif, les options, les activités parascolaires, les services de garde, la cafétéria à Manganetosh, le service de transport, tout ça, c'est géré par Mme Nelly Jourdain avec sa coordonnatrice qui est Marie-Ève Volant. Tout le volet pédagogique, incluant l'adaptation scolaire, c'est Mme Josée Thibault qui est la directrice adjointe et sa coordonnatrice, c'est Marie-Ève Poirier. En termes de ressources, c'est sûr qu'on a le nouveau programme Jouer Juno qui est en implantation depuis le début de l'année. C'est un nouveau programme, c'est notre coordonnateur, c'est M. Danny Gauvin. Nous avons également un responsable du bloc sportif qui est Yannick Bouchard. M. Yannick Bouchard, on est affilié avec la RSEQ, ce qui permet à nos équipes Athnogan de compétitionner avec d'autres écoles de la région, des tournois au niveau local, régional et provinciaux également. On est rendu même au niveau provincial avec nos équipes Athnogan. Puis dans nos options qu'on offre, on organise des matchs inter-écoles ici là, avec la commission scolaire puis avec l'école privée également. Ensuite, on a les services de garde. Dans chaque école primaire, il y a des services de garde. Puis il y a une équipe aussi ici à la cafétéria de Manganetosh. La cafétéria, elle existe depuis 2 ans. Elle a été ouverte à la demande des parents et des jeunes parce que, surtout pour la clientèle de Maliotenam, qui devait à chaque jour faire des allers-retours, même sous l'heure du midi. Puis des fois, il y avait 5-10 minutes pour manger. Il fallait qu'ils reprennent l'autobus. Fait qu'actuellement, ben, ils sont ici, ils sont nourris ici avec des repas chauds. Puis ça nous permet, sous l'heure du midi, de faire du rattrapage, de l'aide aux devoirs, ou des fois, le gym est ouvert, puis les gymnases aussi pour l'entraînement, puis les activités parascolaires sous l'heure du midi. Nous avons 2 agentes au secteur éducation, Mme Charline Laurent et Mme Hilary Fontaine. Présentement, Charline est en congé de maternité, donc c'est Mme Eva Déter. Puis nous avons nouvellement, depuis cette année, Dan Alexandre McKenzie, qui est un agent de suivi. Nous, à chaque année, on fait une tournée étudiante. Comme là, on s'en va bientôt. Dans 2 semaines, on va faire la tournée étudiante. On va voir nos étudiants du post-secondaire à Montréal, Québec, Chicoutimi, Trois-Rivières, ici à Sept-Îles aussi. On rencontre tous nos étudiants. Puis, dans ces rencontres-là, ben, on prend le pouls, on prend le temps de leur parler, de les écouter. En même temps, quand ils se retrouvent, « Ah, tu étudies ici, toi, ça crée des liens aussi entre eux. » Fait que nous, ben, avec ça, depuis toutes ces années-là qu'on fait la tournée, ben, ça nous donne de l'information pour ajuster aussi les interventions puis donner un meilleur service, un meilleur
soutien à nos étudiants. Puis dans ces tournées-là, ben, l'agent de suivi, c'était une demande. Parce que les étudiants disaient, moi je quitte Wahat Maliotenam, je m'en vais à Québec, j'ai de la difficulté à m'intégrer. Des fois, j'ai des enfants qui vivent des difficultés, je ne sais pas vers quel service me tourner. Des fois également, ce qu'on vit, les étudiants, ben, on voit que, il y a de l'absentéisme, les notes baissent, fait qu'avec notre agent de suivi, ben, il va plus suivre l'étudiant, qu'est-ce qui se passe, fait qu'on ait un contact plus direct avec nos étudiants. Ça, c'est le travail de Dan Alexandre. Ensuite, on a une responsable de la langue Innu, Mme Denise Jourdain. Denise Jourdain, elle est, je dirais, elle est responsable de l'implantation de tout le programme d'enseignement de langue Innu dans les 3 écoles. Donc, elle travaille étroitement avec nos 3 enseignantes. Puis, vous savez qu'on n'a pas de programme comme tel, donc on a un programme à bâtir, à adapter, on a du matériel à produire. Donc, dans la grille de 9 jours, ben, ils ont une journée de concertation pour bâtir ça en équipe. Donc, c'est plus seulement une enseignante dans sa classe, c'est vraiment une équipe de travail qu'on a formée. Ensuite, on a un responsable Innu et Toon, M. Denis Volant, avec toute son équipe. Nous, on monte, on fait vivre aux jeunes des séjours en forêt au lac d'Olivar, le long du chemin de fer. Il y a environ, je dirais, autour de 6 à 8 sorties par année pour nos jeunes du secondaire principalement. Des fois, on a des groupes du 3e cycle du primaire. On a aussi au printemps là, les sorties en forêt avec parents-enfants dans le cadre de ce programme-là. Puis, on a un camp aussi avec M. Roland Saint-Onge au lac Walker à Port-Cartier. Ça, c'est plus nos plus jeunes au primaire parce que c'est plus proche. Donc, ils sont accueillis aussi. Puis, on a des activités à Chibit. On a toute une grosse programmation. Puis, 2 fois par année, on distribue dans la communauté là, nos rapports là, sur les activités culturelles qu'on fait dans nos écoles. Ensuite, nous avons, au service d'adaptation scolaire, nous avons une orthophoniste à temps plein, comme je disais, une neuropsychologue et une psychologue scolaire. Nous sommes en embauche pour une intervenante scolaire en toxicomanie qui va travailler à temps plein pour nous dans les écoles. Puis, on va avoir également une spécialiste en aide technologique. Puis, il y a une technicienne en organisation scolaire qui s'en vient. Technicienne en organisation scolaire, qu'est-ce que ça fait? Ça gère les dossiers étudiants. Également, ça produit les statistiques au secteur éducation. Toutes les bases de données qu'on a, parce qu'on en a des bases de données à gérer à l'éducation, entre autres en adaptation scolaire, et au niveau de la base GPI, qui est les dossiers généraux, là, les productions de bulletins et tout ça. Donc, cette ressource-là s'en vient prochainement au secteur. Et nous, on a également une conseillère pédagogique, Mme Stéphanie Leclerc, qui, elle, travaille beaucoup là, avec les enseignants, surtout. On a un plan de formation, nous, au secteur éducation, pour nos intervenants, pour notre personnel enseignant, puis également pour les parents. On organise des ateliers pour les parents là, à différents moments dans l'année. Donc, en termes de services généraux là, au secteur d'éducation, ça peut représenter ça. Pour ce qui est des écoles, je me répéterai, donc je vais les passer. Ça englobe quand même l'ajout qu'il y a au niveau des écoles. Ben, chaque école a une TS, une travailleuse sociale. Nous, le manque qu'on avait, c'était beaucoup le lien entre la maison et l'école. Fait que la travailleuse sociale, c'est ça son travail. C'est vraiment de faire le lien entre l'école et la maison. Nos éducateurs spécialisés, eux, c'est l'intervention à l'école, avec les suivis de plans d'intervention. Dans chaque école également, ce qu'on a rajouté, c'est des responsables de services adaptés. Donc, eux, ils assistent les directions d'école,
Dans chacune des écoles, il y a une personne. Ils assistent les directions d'école pour les suivis de plans d'intervention parce que chaque enfant qui a un plan d'intervention, nous, on a 250 plans d'intervention dans les 3 écoles. Donc, chaque enfant, ça bénéficie, je dirais, mais requiert 3 révisions annuelles minimum. 3 révisions annuelles sur 250 plans. Donc, la direction avait besoin d'une aide pour le faire avec toute l'équipe de l'adaptation scolaire. Les ajouts cette année, les options au secondaire, on a ajouté l'anglais enrichi, on a ajouté également la musique. Ça a été une grosse demande qu'on a eue ici au secondaire. On a un local de musique insonorisé en bas, puis on va faire appel aux artistes de la communauté pour venir. Puis on a un spécialiste dans l'école qui enseigne cette option-là, mais on veut aussi rajouter les artistes de la communauté. Au secondaire, on a un club des petits déjeuners. Ça aussi, les jeunes arrivaient, puis il y avait de la difficulté à démarrer leur journée le matin parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de déjeuner. Au secondaire, on offre le projet du club des petits déjeuners, puis il est offert depuis 2 ans à Chiteshno, puis 3 ans à Johnny Pillow. Je vous dirais, là, on est les seules écoles sur la Côte-Nord qui bénéficient de ce programme-là. Parce que tu fais une demande, ce n'est pas automatique que tu l'as. Nous, on l'a eu. ITOM contribue. ITOM doit payer un montant, mais la plus grosse partie, elle est donnée par la fondation de le Club des petits déjeuners. On a ouvert cette année le gymnase double ici. Le gymnase double, il est dans les mesures pour organiser les tournois provinciaux. Donc, on veut créer de l'engouement, de l'achalandage dans la communauté, puis inciter les jeunes aussi. On a aménagé un gym, une salle d'entraînement aussi. Donc, pour nos jeunes aussi, c'est très bien. Surtout, là, on travaille beaucoup avec le bloc sportif. J'ai oublié de dire, le bloc sportif, on est en collaboration avec l'équipe de sport et loisirs. Fait que sport et loisirs, et avec l'éducation, on fait un team, on forme une équipe, puis il y a des rencontres à chaque semaine, puis ils montent des projets en commun avec les sports et loisirs et l'éducation. On a le programme Joël Junot, j'en ai parlé pour la 2e, 3e année, dans les 2 écoles primaires. Le bloc sportif, j'en ai parlé également. Inuetun et Noémoun aussi. Le service pédagogique, je pourrais peut-être parler des épreuves communes. Nous, au mois de janvier, on produit des tests centralisés à ITOM, au secteur de l'éducation. Pourquoi on fait ça? Ça veut dire que tous les enfants, par exemple, de première année, on les évalue en français et en mathématiques. En 2e année, la même chose. En 3e année, à tous les niveaux. Puis ensuite, il y a une correction centralisée de faits à notre secteur. Quand on fait la correction centralisée, bien, à partir des résultats, ça nous donne une photo, au lieu qu'on attende en juin. La photo, on l'a au mois de janvier. Là, on est capable de voir sont où nos forces de nos élèves, ils sont où les difficultés, puis ajuster l'enseignement en fonction de ça, en fonction de la photo qu'on prend en janvier avec les épreuves centralisées. Puis en même temps, bien, on remet des rapports aux enseignants, puis on est capable de faire des recommandations sur des ajustements pédagogiques qui peuvent être apportés dans l'enseignement pour favoriser la réussite du plus grand nombre. Ensuite, on a des après-midi de concertation, mais tout ce que je vous parle, on ne peut pas tout faire ça pendant les heures de cours. Il faut du temps. Moi, si les parents me disent, ben regarde Vicky, on veut que le taux de réussite augmente, on est capable d'atteindre cet objectif-là, on a besoin des parents, mais j'ai besoin du temps aussi pour que mes profs puissent se parler, monter des projets, faire de l'évaluation en commun, puis de l'analyse des résultats. Fait que nous, ce qu'on a fait,
on a pris un peu le modèle du provincial. On a organisé des après-midi de concertation au niveau du préscolaire, puis au niveau du primaire également. Puis les minutes qu'on prend en concertation, bien, on a rajouté du temps à chaque jour dans la grille horaire. Donc, on arrive vraiment à notre 180 jours école, sauf qu'avec du temps rajouté à chaque jour dans nos horaires. L'adaptation scolaire, j'en ai parlé, on fait les plans d'intervention, on travaille beaucoup au niveau des protocoles, intimidation, on a fait un protocole, on a travaillé fort sur un protocole d'intimidation. Vous allez voir, il y a un kiosque exprès sur notre protocole qui est aménagé en bas. Là, nous sommes présentement dans le protocole sur la consommation et possession de drogue. Je dirais, les jeunes vivent des difficultés de dépendance là, avec la drogue et d'autres substances. Puis, c'est sûr que nous, seulement l'éducation, on ne pourra pas régler toute la problématique. On a un travail intersectoriel à faire, un travail de collaboration à faire. On va avoir besoin aussi de l'appui des parents, parce que quand on fait un protocole, après, il faut l'appliquer. Fait qu'il va falloir, là, on a un travail de concertation, on va aller voir les parents aussi pour avoir, eux aussi, leur point de vue, comment ils voient cette problématique-là, qui est de plus en plus grandissante chez nos jeunes, là, en termes de consommation. Donc, je dirais, là, on est dans le protocole, là, la mise en place de ce protocole dans les prochaines semaines. Et ensuite de ça, c'est sûr, il y a de l'achat de matériel adapté. Vous avez vu, on a acheté 2 transports, nous. On a 2 transports adaptés aussi au secteur éducation. Ça nous donne une marge de manœuvre. Nous, dans les plans d'intervention, on a des enfants qui ont des recommandations de supervision et de transport avec un groupe restreint d'élèves. Donc, c'est des enfants qu'on ne peut pas embarquer dans les autobus jaunes, là. Fait qu'ils ont besoin, puis des fois, quand on va les chercher à la maison, bien, des fois, c'est pas comme ça, là. Des fois, ça peut prendre 5 et 10 minutes avant de pouvoir intégrer le jeune dans l'autobus. Donc, c'est vraiment, on voulait un service adapté pour respecter le rythme de nos enfants. Donc, on a acheté 2 transports, on a 2 chauffeurs, puis on donne un service de transport adapté selon les besoins des jeunes. Puis, en termes de suivi, bien, vous le voyez, on a quand même beaucoup de ressources en place. Madame Laurette Grégoire qui fait la classe kangourou ici, et à Maliotenam, c'est Madame Guylaine Régis avec Marie-Marthe Malek. Les classes kangourou, c'est des classes que l'enfant, là, le matin, il arrive à l'école, il s'est passé quelque chose à la maison ou même dans le trajet d'école. Il arrive à l'école, il n'est pas disposé à recevoir le cours de français ni de mathématiques. Bien, on ne peut pas, là. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on prend l'enfant, on va s'occuper de son émotif, là. Après ça, on montera au niveau de la tête, là. On montera avec son cognitif. Mais on travaille beaucoup dans ces classes-là, là, du lien d'attachement, sécurisation au niveau du jeune. Fait que tout le volet émotif est en place là, dans cette classe-là. Puis des fois, le jeune, il n'est même pas retourné en classe. Il peut passer sa demi-journée ou même sa journée dans cette classe-là. Puis c'est pour ça qu'il y a une enseignante et une intervenante. Parce que l'enseignante continue le scolaire, donc le jeune ne prend pas de retard par rapport à sa classe. Puis il y a une intervenante pour s'occuper de l'émotif du jeune. Fait que je crois que c'est... jusqu'à maintenant. J'ai essayé là, de résumer ça là, le plus... Kekwe, Christine Dehig, Yonine Anissir. Je suis la directrice du secteur emploi, formation, développement social, Mijumhunyo, pour ITOM. Puis donc, nous, j'ai été invitée par Vicky pour venir participer à cet atelier-là pour présenter qu'est-ce qu'on offre comme service puis comme programme
à la population. C'est sûr qu'on n'a pas vraiment des services qui est vraiment destinés aux enfants, mais certainement aux parents et aux familles. Puis certainement aussi peut-être aux jeunes, on pourrait dire aux jeunes aussi. Fait que donc, nous, notre mission, c'est d'offrir des services et des programmes qui vont aider les gens de la communauté. En fait, c'est les personnes âgées de 15 à 64 ans. Puis c'est pour les aider à favoriser, en fait, leur intégration professionnelle, leur insertion sociale et leur intégration professionnelle. Puis les programmes qu'on offre, dans le fond, c'est ça, on a un service d'accueil. On est situé à 2 endroits. On a des bureaux au conseil, au bureau administratif de Ouachat, puis on a aussi des bureaux au centre de santé à Malutena, mais en bas, là, au sous-sol. Fait que donc, les gens peuvent accéder à nos services et à nos programmes selon leur lieu de résidence. Dans les 2 points de service, on a un service d'accueil pour la clientèle. On aide les gens à ouvrir leur dossier, remplir les formulaires. Les gens vont venir soit pour faire des demandes pour Mijum Hunya, soit pour un retour aux études de niveau secondaire aux adultes, qui est de formation professionnelle. Dans les 2 centres, des 2 points de service, on a aussi des centres de documentation. Fait qu'on a des babilleurs d'offres d'emploi. On affiche les offres d'emploi de l'intérieur de la communauté, mais aussi de l'extérieur de la communauté. On affiche aussi les formations qui sont à venir des centres de formation professionnelle et aux adultes, même du niveau postsecondaire aussi. Il y a des ordinateurs qui sont mis à la disposition des clients. Les clients peuvent venir faire des recherches d'emploi, ils peuvent venir rédiger leur CV, ils peuvent faire leur demande d'assurance-emploi, puis on peut les aider à faire leur recherche là-dedans. On offre aussi des services de suivi d'accompagnement. On a une agente de suivi d'accompagnement qui aide toute la clientèle qui participe à nos programmes pour s'assurer là, un peu en fait, tu sais, comme de poursuivre leur démarche, tu sais, puis essayer de les aider à trouver des solutions quand ils rencontrent des difficultés. Tu peux le changer? Ouais. Ensuite de ça, on a l'aide Mijum Hunya. En fin de compte, ça, Mijum Hunya, c'est l'aide de dernier recours quand une personne n'a plus de revenus, donc peut venir faire une demande d'aide de revenus. Qu'est-ce qui se passe, par contre, c'est que dans Mijum Hunya, les gens, ils ne connaissent pas tous les programmes qui existent à l'intérieur de ça. On n'est pas tellement connus, tu sais. Quand tu fais une demande de Mijum Hunya, tu peux avoir le droit à des montants supplémentaires pour différentes raisons. Par exemple, tu sais, une personne qui est atteinte du diabète va avoir un petit montant supplémentaire sur sa prestation. Une femme qui est enceinte aussi durant la grossesse va avoir un montant supplémentaire. Il y a aussi des montants qui sont alloués pour les femmes qui allaitent, puis ou pour rembourser les préparations lactées. Les familles qui sont à l'aide aux revenus, qui ont des enfants d'âge scolaire, ils ont aussi le droit à un montant à la rentrée des classes pour acheter les vêtements scolaires. Tu sais, on sait que ça coûte cher quand même, là, la rentrée scolaire. Il y a aussi les personnes qui sont à Mijum Hunya qui veulent retourner aux études de niveau secondaire aux adultes. Ça aussi, on peut les financer. On va payer les matériels, les frais d'inscription, puis on va leur donner un montant de plus une allocation de formation. Puis il y a aussi toutes sortes de différents programmes selon le financement qui est disponible. Des fois, les gouvernements vont cibler ils vont proposer des programmes, des projets qu'on peut développer, puis on va toujours essayer d'aller chercher ces financements-là pour offrir d'autres types de formations pour aider les gens à sortir de l'aide aux revenus. Présentement, d'ailleurs, on en a un programme qui est exprès pour ça. Dans le fond, ça s'appelle les mesures de soutien préalable à l'emploi. Les jeunes c'est pas juste pour les jeunes, en fait, c'est pour n'importe quelle personne qui est prestataire de Mijum Hunya. On peut faire l'évaluation de l'employabilité. On va faire une entrevue individuelle avec la personne où on va regarder c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses obstacles, pourquoi elle a de la difficulté, soit à intégrer une formation ou à intégrer le marché du travail. On va aller faire un plan d'action individualisé avec la personne pour voir c'est quoi les démarches que la personne doit faire pour surmonter ces obstacles-là puis intégrer le marché du travail. Pendant toute cette période-là, la personne va recevoir aussi un montant supplémentaire dans son aide de Mijum Hunya. Puis souvent, après avoir tout fait les démarches, ils vont faire soit un retour au secondaire, en formation professionnelle. Il y a des personnes que ce n'est pas vraiment de retourner aux études que leur besoin, mais plutôt comme
avoir de l'expérience sur le marché du travail, ils n'ont jamais travaillé, puis l'école, c'est pas vraiment pour eux. On va pouvoir leur offrir une subvention salariale pour inciter les employeurs à les embaucher. Fait que l'employeur va payer une partie du salaire, Keninan, on va payer une partie du salaire. Et après ça, on fait d'autres sortes de formations en groupe. Ça peut être, par exemple, l'estime de soi, ça peut être la recherche d'emploi, ça peut être dépendamment des besoins des personnes. Les autres services qu'on a, bien, on offre des services d'aide à l'emploi. Ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus proches du marché du travail, dans le fond, tu sais, fait qu'on a des agentes à l'emploi. C'est vrai, j'ai oublié de dire, pour Mijumhunya, il y a 2 agentes Mijumhunya qui sont à Wahat, puis il y en a 2 qui sont à Malio. Puis pour les agentes à l'emploi, il y en a une à Wahat, puis il y en a une à Malio. Eux autres, ils vont faire des rencontres individuelles, ils vont faire du counseling d'emploi. Ils vont aider dans les méthodes dynamiques de recherche d'emploi. Ils vont aider pour faire les CV, pour faire les lettres de présentation, préparer les gens aux entrevues d'embauche. Ils vont faire ce genre de choses-là. Ils vont établir un plan d'action aussi là, de retour sur le marché du travail. Ensuite de ça, bien, parmi les différents programmes qu'on a là, c'est encore des subventions salariales. Ça peut être des partenariats avec des employeurs. On a aussi des programmes d'expérience d'emploi durant l'été pour les étudiants. On sait que les étudiants, durant l'été, ils n'ont peut-être pas d'allocation étudiante, fait que donc on va subventionner leur emploi d'été. Ensuite de ça, on garde tous les CV. On a une banque de CV de tous nos clients parce que souvent, il y a des employeurs qui vont nous dire, bon, on a besoin de combler des postes dans notre entreprise. Est-ce que vous avez des candidats? Fait que donc, on offre ça à nos clients qui veulent qu'on soumette leur CV. Puis, les stages en entreprise, même chose. Pour le secteur minier, on a 2 ressources qui travaillent exprès pour le secteur minier, qui aident au placement des gens. C'est les gens qui cherchent des emplois dans le secteur minier. Donc, les ressources vont les aider à aller, à se trouver des emplois. Ils vont les accompagner tout le long du processus. Même parfois, ils vont même participer aux entrevues d'embauche. Fait qu'ils vont être présents pour accompagner les gens. Une fois que les personnes ont intégré leur emploi dans le secteur minier, eux, ils vont faire un suivi avec eux pour voir, bon, qu'est-ce qui se passe, est-ce que ça va bien, est-ce que tu aimes ton emploi, tu es bien, est-ce que tu as besoin de quoi que ce soit, puis ils vont pouvoir aller aider puis soutenir dans la gestion de conflits ou aller s'assurer que toutes les choses vont bien pour essayer d'assurer un maintien en emploi. Des fois, dans certains emplois, les employeurs dans le secteur minier vont demander que les gens suivent des formations en ligne. Bon, bien, on va les accompagner là-dedans. Puis, c'est ça. Donc, ça, c'est la même chose aussi. Les compagnies minières, parfois, vont nous demander est-ce que vous avez des candidats. Donc, on va leur soumettre les candidats. Ensuite de ça, bien, pour la formation, bien, c'est de l'aide financière pour le retour aux études niveau secondaire aux adultes. Ça, en fait, c'est comme ceux qui étaient des prestataires à Mijumhunya, mais des fois, il y a des personnes dans la communauté qui ne sont pas admissibles à Mijumhunya, soit que c'est des personnes en couple, que leur conjoint travaille, mais qu'eux aussi veulent aller aux études. Fait que là, on va les financer à partir du côté du service d'emploi. Puis ça, c'est la même chose pour la formation professionnelle. Parfois, on va développer des cohortes de formation professionnelle qui répondent à un besoin. Par exemple, présentement, on est en train de développer un DEP, une cohorte d'INO de Ouachat Makmalutenam, de DEP en mécanique d'engins de chantier. Parce que les compagnies minières nous disaient, bon, ben, on commence à manquer de mécaniciens d'engins de chantier, fait qu'on va faire une cohorte avec le CREA, le Centre régional d'éducation aux adultes de Ouachat Makmalutenam. On fait aussi la reconnaissance des acquis. La reconnaissance des acquis, souvent, c'est au niveau des CPE, les éducatrices à la petite enfance. Il y en a beaucoup qui ont déjà de l'expérience, mais qui n'ont peut-être pas le diplôme qui va avec. Ils n'ont peut-être pas suivi les études, mais ils ont des années d'expérience de travail. Fait que là, on va aider en collaboration avec le cégep de Sept-Îles ou d'autres cégeps à aller faire une évaluation de la personne puis voir c'est quoi, est-ce que il y a de la formation manquante. Fait que la personne va pouvoir faire seulement la formation qui lui manque, puis aller chercher le diplôme au lieu de faire le programme d'études au complet. Les mesures actives à l'assurance-emploi, ça, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que quand les gens ils travaillent, puis ils veulent quitter leur emploi pour faire un retour aux études, c'est vraiment important qu'ils viennent nous voir parce que quand tu fais une demande d'assurance-emploi, normalement, tu es supposé d'être
disponible pour te chercher un emploi. Tu es supposé être disponible au travail. Tu sais, on répond aux questions, là. C'est bon. Êtes-vous disponible? Oui, bon. Mais quand tu es aux études, tu n'es pas disponible pour travailler. Mais nous, au secteur emploi, on a une entente avec l'assurance-emploi, puis on peut diriger une personne sur une mesure. Donc, on peut dire, nous, cette personne-là, avec son counseling d'emploi, on trouve que la meilleure chose pour elle, afin d'intégrer un emploi, c'est de poursuivre ses études. Fait qu'on peut la diriger sur une mesure, l'enregistrer dans le système de l'assurance-emploi, puis la personne va pouvoir continuer à recevoir son assurance-emploi puis poursuivre ses études. Puis ça peut être à tous les niveaux, là. Ça peut être secondaire, formation professionnelle, ça peut être au cégep, ça peut être à l'université aussi. Puis, par contre, on fait seulement, pour ce qui est de l'aide financière au post-secondaire, là, au cégep et à l'université, c'est plus l'éducation qui va les aider. Mais nous, on va juste s'assurer qu'ils puissent continuer à recevoir leur assurance-emploi. Puis après ça, il y a d'autres types de formations, des fois, qu'on prépare là, selon les besoins de la communauté. Fait que ça fait le tour de ma présentation. Puis, en tout cas, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui parce que un des feedbacks qu'on reçoit souvent, c'est qu'on ne nous connaît pas beaucoup, le secteur emploi, formation, Mi'kmaq. Tu sais, les gens, ils n'osent pas nous le dire, ils ont peur des fois, tu sais, je suis au Mi'kmaq, ils vont me couper, tu sais, puis ils ne veulent pas nous parler tant que ça, tu sais. Fait que donc, c'était une belle opportunité pour nous de venir ici. En plus, on est filmé, c'est un peu gênant, mais peut-être que ça va être diffusé, puis les gens vont apprendre à nous connaître. Puis si vous avez des questions, je suis disponible pour répondre. Oui, je m'appelle Lily de Goneshquest. Dans le fond, moi, je représente la santé. Je représente Karine Régis, qui est la directrice santé, et Nadine Baudin, qui est la coordonnatrice santé aussi. Vous savez probablement tous qu'il y a 2 centres pour recevoir les soins de santé. Il y a à Maliotenam et ici à Ouachat, l'autre côté de la rue, là, où on offre les services. Il y a les services courants. Dans le fond, c'est des soins infirmiers dispensés par des infirmières. C'est tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 8h à midi. Les mercredis, on fait les prises de sang l'avant-midi et l'après-midi, c'est la vaccination infantile. Fait qu'on vaccine tous les enfants. On fait aussi la vaccination pour l'influenza qui va débuter bientôt, les pneumonies aussi. On fait de l'information, de la prévention, les problèmes de santé. On fait aussi le suivi des maladies à déclaration obligatoire, comme, mettons, la rougeole ou la tuberculose. Des activités de dépistage, d'information, prévention sur le diabète, les maladies chroniques. Au niveau des infirmières du service courant, là, présentement, c'est Andrea Ricci qui est plus à Maliotenam. Et ici, à Ouachat, c'est Myriam Labrie et Zoé Métivier qui sont là. Et moi qui vais un peu partout dans ces cliniques-là et tu peux changer. Il y a les services médicaux. Au niveau de Ouachat, les gens doivent plus se présenter au GMF, au groupe de médecine familiale qui est au Vents et Marées pour recevoir les services. Tandis qu'à Maliotenam, il y a Dr Éric Poirier là, qui est là depuis plusieurs années, mais qui va bientôt prendre sa retraite. Il va sûrement se faire remplacer, en tout cas on l'espère, par quelqu'un. Fait que lui, il vient 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, là, dépendamment de son horaire. C'est les mardis et jeudis. Il vient rencontrer là, sa clientèle là-bas. Au niveau de la santé scolaire, Mme Paty Roussel, Paty, ça fait plusieurs années qu'elle travaille ici là, avec les jeunes de la communauté. Elle fait beaucoup, c'est sûr, la vaccination au niveau scolaire. Elle fait beaucoup de prévention avec eux, d'éducation. Elle fait des activités, comment je pourrais dire ça? Des activités, c'est ça. Des activités de groupe, des activités individuelles, là, pour essayer de les sensibiliser, autant au niveau de l'alcool, des drogues, leur sexualité, leur développement, les problèmes de santé avec eux. Le principe de Jordan. Le principe de Jordan, c'est un autre programme qu'on offre aux enfants. C'est à tous les enfants de 0 à 17 ans
ou de 0 à 21 ans s'ils vont à l'école à temps plein. Dans le fond, c'est un service, c'est plus au niveau financier, je dirais. C'est aller chercher les ressources pour pouvoir que les jeunes n'aient pas d'attente au niveau des services. Si on a besoin d'avoir un suivi avec un orthophoniste, ben ça va aller plus rapidement avec le principe de Jordan pour ne pas être sur la liste d'attente et avoir les suivis adéquats pour nos enfants. Puis en même temps, il y a du soutien aux familles qui est là-dedans aussi, là, avec ça. Santé maternelle et infantile, c'est un autre service que l'infirmière doit jouer. Dans le fond, c'est des activités prénatales, postnatales avec les mamans et les papas des enfants. Au niveau de 0 à 6 ans, dans le fond, à partir de la grossesse et même avant la grossesse, parce que si la femme ou le couple a des questions concernant la procréation et qu'est-ce qu'il faut faire avant d'avoir des enfants et comment ça va se dérouler, bien, il peut rencontrer quand même l'infirmière en santé maternelle. Elle va faire ça soit au centre de santé ou à la maison de la famille ou en consultation de groupe individuelle. On va parler de sexualité, contraception. Elle va donner de l'information sur les maladies, le développement. Il va y avoir les cours prénataux aussi. Développement de l'enfant, autant au niveau de la grossesse que plus tard. Les cours prénataux, j'en ai parlé. Suivi de grossesse à risque et les suivis de grossesse. Dans le fond, on va se déplacer à domicile pour aller faire les suivis. Là, quand la maman a accouché, là, elle va faire des petits suivis après ça là, jusqu'à temps que l'enfant et la famille n'ont plus nécessairement de besoin. Et c'est fini? Ah, j'ai pas fini, par exemple. J'ai un autre programme, dans le fond, la santé bucco-dentaire, ça c'est rajouté. On a une hygiéniste dentaire qui est Mme Isabelle Aymon, qui fait des préventions et prévention et dépistage de santé bucco-dentaire. Dans le fond, c'est un service qui est gratuit. Elle fait ça dans les écoles. Elle peut faire ça aussi dans les centres de santé. Elle voit les enfants pour appliquer du fluorure sur les dents, fait des scellants au niveau des grosses molaires à l'arrière, pas qu'il y ait de caries qui se forment. Elle peut faire des dépistages aussi s'il y a des problématiques au niveau de la santé de la bouche et référer les gens là, chez le dentiste ou autre intervenant s'il y a besoin. Et elle fait aussi des suivis. Éventuellement, elle va faire des suivis là, avec les femmes enceintes parce que les dents, ça commence quand on est tout petit. Donc oui, je m'appelle Alice Guimond, je suis conseillère clinique à la première ligne pour Ouachita Malio, mais maintenant coordonnatrice clinique pour la prévention. Moi, c'est Marie-Claude Mallet, je suis coordonnatrice clinique du secteur suivi intensif. On va vous expliquer plus tard un petit peu plus en détail. Donc, la mission des premières lignes, c'est vraiment vaste. Dans le fond, notre travail, c'est vraiment d'accompagner les membres de la communauté, autant les individus que les familles, vers un mieux-être. Fait que ça peut être très vaste, mais on va vous expliquer là, plus précisément nos programmes, c'est quoi. Nos services sont divisés en 2 grands axes d'intervention. Donc, le premier axe, c'est la prévention. Donc, c'est moi qui chapeaute ce secteur-là. Donc, le but, c'est d'organiser des activités de prévention pour les familles et pour les adultes aussi, là. Puis les enfants pour, comme je disais, comme pour favoriser le mieux-être sur des problématiques qu'on voit qui touchent particulièrement la communauté. On donne souvent l'exemple, ces temps-ci, c'est beaucoup l'anxiété qu'on entend parler, fait que tranquillement, on est en train de monter là, des services à ce niveau-là. Donc, c'est très vaste. Moi, je m'occupe plus de la deuxième axe, donc c'est l'axe d'intervention. Suivi intensif. Donc, qu'est-ce qu'on entend par suivi intensif? C'est beaucoup tout ce qui est question de santé mentale, de dépendance. On a beaucoup ces problématiques-là. Puis, dans mon secteur, il y a aussi le protocole d'intervention de crise. Donc, c'est un protocole qui a été mis sur place il y a quelques années. Qui est déployé dans la communauté lorsqu'il y a, la plupart du temps, c'est un suicide ou une mort tragique. Donc, c'est un protocole de 1 mois qui est déployé pour donner des services à la famille qui entoure les proches qui sont affectés là, par la perte de quelqu'un.
Puis on cible aussi les personnes qui peuvent être vulnérables sans nécessairement être en lien direct avec le décès. Un de nos gros programmes, c'est Enfants, jeunesse, famille. Donc, on a 2 intervenantes et 2 éducatrices spécialisées. Donc, qui vont faire des activités de prévention, mais également des suivis auprès des jeunes, des enfants, des familles. Donc, leur travail, c'est vraiment d'accompagner. Je donne souvent un exemple, un parent qui a un enfant à besoin particulier, de l'accompagner dans tous les rendez-vous avec les divers spécialistes, par exemple. C'est quelque chose qu'on peut faire. Donner des outils aussi quand il y a beaucoup de crises à la maison pour un enfant ou un ado. Donc, comment on peut travailler avec les parents pour développer des nouvelles habiletés parentales, pour s'adapter. Puis, on offre aussi des services aux jeunes, exemple aux ados, pour travailler leurs problématiques, soit comportementales, mais aussi au niveau de l'anxiété, comme je disais, ou d'autres problématiques. Là, on est là pour leur donner des outils. Puis cette équipe-là offre beaucoup de programmes de prévention. On pense à, dernièrement, il y a eu un ressourcement une fin de semaine pour les ados. Donc, ils ont eu plein d'ateliers sur des thématiques qui les touchent. Ce n'est pas fini. Restez en place. Donc, c'est ça. Fait que, donc, pendant ce ressourcement-là, les ados ont fait des ateliers sur l'estime de soi, sur ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle, sur les dépendances, les relations, tout ça. Donc, le but est de donner des outils à ces ados-là pour qu'ils soient épanouis. On offre aussi des ateliers, ça c'est nouveau, je vous l'annonce en grande primeur, on offre des ateliers pour les parents qui ont un enfant autiste. Donc, c'est un groupe de soutien qu'on va leur offrir, qui va commencer à la fin du mois. Donc, pour leur parler, c'est quoi les ressources qui existent pour eux, pour leur enfant, mais également pour qu'ils puissent parler de ce qu'ils vivent entre parents, de voir qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre leurs difficultés, puis qu'ils s'entraident. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Sinon, on a un groupe aussi qui s'appelle le groupe Canigandet. Donc, c'est un groupe d'ados. Donc, il y a une rencontre par semaine, puis c'est un groupe de partage. Donc, pour se créer un réseau, pour s'entraider, pour savoir c'est quoi les ressources qui existent pour les ados. Donc, c'est un autre programme très populaire qu'on a à ce niveau-là. Ça existe déjà, ce programme-là? Ce programme-là existe depuis 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, là. Donc, j'ai vu des affiches ici, exact. Mais c'était comme la première fois que j'ai vu. On est en période de recrutement en ce moment, puis fait que c'est ça, oui. Il y a tout le temps un groupe l'automne, puis il y a un groupe l'hiver. C'est un groupe fermé, vu que c'est beaucoup de la confidence entre les ados, on part en octobre avec un groupe, puis on les accompagne jusqu'à Noël, puis on refait un autre groupe après les fêtes. Donc, c'est bien populaire là, chez les ados. Puis, on a le programme Pimishka. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui connaissent, mais c'est un programme de portage pour les 16 à 25 ans, donc pour les accompagner en forêt, dans le fond, faire du portage sur le terrain de leurs ancêtres. Là. Donc, c'est vraiment intéressant comme programme. Tantôt, on a parlé du programme Santé maternelle infantile. On est en grande collaboration avec le secteur de la santé à Wawitchtun. Donc, on a une intervenante santé maternelle infantile qui va faire des visites à domicile, qui fait des ateliers avant la naissance, à partir de pendant la grossesse, puis jusqu'à l'âge de 6 ans. Donc, tout dépendant des besoins. Donc, elle peut accompagner, offrir des enseignements, donner de l'information à la mère et au père également. Là, j'ai vu que j'en ai manqué un petit bout, éducateurs en milieu naturel. Donc, enfants, jeunesse, famille, il y a aussi des éducateurs en milieu naturel. Eux autres, leur travail, en plus des activités de prévention, font des suivis avec les familles pour leur donner des outils concrets. Souvent, ce qu'on voit, c'est comment mettre une routine. Bon, vont faire de l'enseignement aux parents sur comment on peut mettre une routine à la maison pour ton enfant ou pour ta famille au complet, parce que des fois, c'est des grandes familles. Ou donner à l'enfant des outils sur comment gérer ta colère, comment gérer tes émotions. Donc, c'est vraiment des outils très concrets. C'est centré vraiment sur créer un apprentissage puis accompagner la famille. Exemple, il y a une crise à la maison. Bon, bien, comment on peut t'accompagner dans cette crise-là? Comment on peut aider le parent à résorber cette crise-là avec son enfant ou son ado? Là. Donc, c'est très vaste comme rôle. Ouais. On peut passer à l'autre. On peut passer. Un autre. Ouais.
Il y a le programme PAPA, c'est un programme d'éducation préscolaire, donc c'est pour les 3 et 4 ans. Donc, on a des gens dans la foule qui sont éducatrices pour notre programme. C'est un programme vraiment important puis très, très, très cher dans notre cœur parce que c'est vraiment pour stimuler le développement global des enfants. Donc, ça se fait en parallèle parfois avec le CPE, mais des fois, c'est des enfants qui ne sont pas au CPE non plus. Donc, on a un site à Ouachat, un site à Maliotenam, puis on fait des activités, toutes sortes d'activités pour favoriser le développement des enfants en tenant compte de leur langue, de leur culture aussi. Donc, tout se fait en Innu et Moon. Donc, c'est vraiment un beau programme. Puis nous, dans nos bureaux, on les entend chanter, fait que c'est vraiment le fun pour Ouachat. Ouais. Puis à Malio, ben, vous êtes au centre, au sous-sol, au foyer des Indes. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Un autre programme très populaire, c'est le programme Chinano. Donc, le programme Chinano, c'est un programme pour travailler les habiletés parentales pour les parents. Donc, c'est sûr que c'est beaucoup des mamans qui sont présentes, mais le but, c'est vraiment de leur donner des outils, puis qu'ils puissent échanger aussi entre eux sur leur réalité de parents. Ça leur permet souvent de se créer un réseau d'entraide. Entre elles, ils ont des groupes Messenger, puis quand ils ont besoin, ils se donnent des conseils, ils se soutiennent. Donc, pour les parents, des fois, qui se sentent un petit peu isolés, c'est un programme vraiment intéressant. Puis, c'est vraiment une approche de non-jugement, puis de, comme je disais, d'entraide. Là, je pense que le nom le dit beaucoup, là, Chinano, donc tous ensemble. Donc, c'est un programme très populaire. On a 4 groupes, 2 à Ouachat et 2 à Maliotenam. Va-t'en pas trop loin, t'es mon micro. Au niveau du secteur adulte, je vais commencer par vous présenter le niveau psychosocial. Donc, on a 2 intervenantes qui s'occupent du psychosocial. Donc, on parle, oui, le secteur est plus suivi intensif, mais on fait quand même des activités de prévention. Par contre, la plupart du temps, ces intervenantes-là... Attends, je vais fermer la porte parce qu'il y a du monde qui passe dans les intervenantes qui sont au niveau adulte psychosocial vont travailler avec des problématiques de santé mentale, avec les adultes, que ce soit en individuel, en couple, en groupe. Donc, c'est ça, c'est eux qui sont un petit peu plus en suivi intensif. Ou des gens qui vivent des situations, exemple, une rupture, un deuil. Oui, exactement. Au niveau adulte. Dans notre axe de suivi intensif, on peut juste revenir une avant. C'est... ben non, excusez, c'est moi qui saute des diapos. On a le programme de pensionnat indien. Dans le fond, au niveau du pensionnat indien, c'est un soutien psychosocial pour les gens qui sont allés au pensionnat, mais pour leur famille aussi. Fait qu'on a une partie qui va être de l'intervention, mais on a aussi une partie qui va être beaucoup d'accompagnement, que ce soit pour remplir des formulaires. Par exemple, on a eu récemment là, des sous donnés pour les écoles de jour. Donc, le recours collectif, là, on peut aider à remplir ces documents-là. Aussi, il y a eu quelques années où est-ce que les personnes qui ont fréquenté les pensionnats sont allées témoigner en cours. Donc, au niveau des pensionnats indiens, ça sert aussi à faire de l'accompagnement. L'intervenant qui s'occupe de ça, qui est Sylvain Volant, c'est ça? Oui. Oui. J'ai eu un bug. Sylvain Volant. C'est très il y a une approche très culturelle, là. Donc pour redonner la culture, pour se réapproprier la culture, parce que les gens qui sont allés au pensionnat, ils ont eu une grosse coupure à ce niveau-là. Donc c'est pas rare là, qu'on voit qu'il y a des activités culturelles qui se fait, puis que l'intervenant les accompagne là-dedans. Puis d'ailleurs, son bureau est situé au centre de santé à Malio, donc ça donne directement vue sur le site de l'ancien pensionnat, dans le fond. Donc c'est stratégiquement que son bureau a été placé là. D'autres intervenants qui sont très importants dans notre équipe, c'est les agents toxicaux. Donc, les demandes au niveau de la toxicomanie représentent vraiment un gros pourcentage des demandes, en fait. On a en ce moment 4 intervenants en toxico.
C'est des intervenants qui font beaucoup de suivi intensif de gestion de crise au niveau des demandes de thérapie, au niveau de la prévention de la rechute, de la diminution de la consommation, l'arrêt de la consommation. Mais c'est des intervenants aussi qui font beaucoup de prévention, donc qui font beaucoup d'activités. On a des groupes d'entraînement d'hommes, de femmes. On a les groupes de la prévention de la rechute aussi à toutes les semaines, le matin, des jeunes. On a aussi René John qui s'implique beaucoup au niveau des papas. Donc, c'est un peu de la réduction des méfaits par la bande. Par la bande, un peu de façon contournée. Avec des groupes, par exemple, Papa, je veux des tresses. Donc, ça, c'est un nouveau groupe qui est parti depuis, ça fait la deuxième, le deuxième groupe qu'il y a. Donc, c'est un papa, un grand-papa, un beau-père qui vient avec un enfant, que ce soit une petite fille, un petit garçon, tant qu'il a les cheveux longs. Puis, on apprend à faire des tresses avec une coiffeuse, puis tout ça. Fait que ça renforce le lien parent-enfant. Prochainement, il s'en va dans la forêt, en territoire, avec les papas, les enfants. Donc, c'est une activité, un ressourcement qui va avoir lieu pendant 5 jours avec un papa, avec un enfant. Donc, ils montent dans le bois ensemble. Fait que c'est des activités qui sont très appréciées. C'est ça. Puis souvent, en termes de toxico, oui, c'est bien de sensibiliser au niveau de la toxico, mais souvent, ça va se faire par la bande parce que en renforçant le lien parental, en prenant conscience de l'impact de ta consommation sur celle de ton enfant, bien, ça va de soi que tu vas t'en aller vers un arrêt de la consommation. Donc, c'est ça qu'on essaye de faire à ce niveau-là. C'est sûr que nous, on peut soit offrir, tout dépendant du besoin là, que vous avez, on peut offrir du soutien psychosocial, exemple, un suivi avec un intervenant, enfant, jeunesse, famille. Oui. Bien sûr, oui. Exactement. On est là pour supporter. Puis des fois, on a des belles collaborations aussi avec la DPJ. Là. Des fois, les gens sont un peu réticents à aller vers la DPJ quand on a un suivi pour parler, pour ventiler, parce que... on fait moins confiance. On fait moins confiance un petit peu. Hein? Fait qu'on a des beaux partenariats. On aide beaucoup les parents, justement, à bien comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de la DPJ, c'est quoi le processus. Parce que c'est un processus qui est complexe. Fait qu'autant au niveau de l'accompagnement qu'on peut faire parfois à certaines rencontres, autant des fois, c'est les gens traversent carrément la rue. Là, sont suivis à Wawitchtown, puis ils viennent de notre côté. Là, je viens d'avoir une rencontre difficile, puis on les accueille là-dedans. On est moins menaçant que la DPJ aussi, là, tu sais. Puis tout ça, dans le fond, c'est sûr que nous, on a des services qui sont volontaires. Hein, donc, on peut pas... on n'est justement pas la DPJ, on peut pas forcer personne à venir. Hein, mais ça me fait beaucoup penser à ça, là, notre agent en toxico, nos intervenants psychosociaux adultes. Des fois, c'est l'entourage qui nous appelle parce qu'ils s'inquiètent pour quelqu'un. C'est sûr que nous, par la bande, on va essayer d'aller les chercher, ces personnes-là. On va aller essayer d'intervenir. Mais parfois, c'est impossible. Donc, on est là aussi pour offrir un soutien. Que ce soit des personnes, des familles qui ont quelqu'un qui consomme, c'est pas facile. Des familles qui ont un enfant avec des problématiques de comportement. Santé mentale. Fait qu'on est là aussi pour offrir un soutien. Comme vous parlez, vous avez une fille au foyer, ben c'est un soutien qu'on peut offrir aussi là, pour la famille. Hein. Ça complète bien. Oui. L'intervenant communautaire, dans le fond, c'est Germaine McKenzie, en fait. Son travail, c'est vraiment de s'impliquer dans les divers projets de prévention qu'on met en place, de faire de la sensibilisation sur les problématiques qui touchent les gens de la communauté, que ce soit l'agression sexuelle, le suicide. C'est tous des sujets là, qu'elle s'implique pour s'assurer qu'il y a de la prévention un peu dans tout ça. Donc, elle va donner un coup de main à pas mal toutes les équipes. Par exemple, l'autre jour, on a fait pour la Journée mondiale de prévention du suicide, on a fait une journée thématique Ekumak Inyun, donc pour célébrer la vie. Donc, Germaine était très impliquée là, au niveau de cette journée-là, pour aller parler à la radio, pour sensibiliser les gens, puis faire la promotion là, de la vie. Il manque travailleur de proximité. Oui, il est là. Ah, je ne l'avais pas vu. On s'en vient. Okay. Le travailleur de proximité, c'est Roland Tchernich, en fait, qui est avec nous depuis environ 2 ans.
Le travail du travailleur de proximité, c'est d'aller rechercher les personnes qui sont qui sont difficiles à rejoindre. Les personnes qui ne viendront pas nécessairement à nos services dans les heures d'ouverture. Donc, Roland travaille vraiment dans les heures où est-ce que le bureau est fermé. Donc, de soir, de fin de semaine. Roland est d'une grande aide quand on n'est pas capable d'aller rejoindre les personnes, qu'on n'a pas de numéro de téléphone ou qu'on a besoin aussi d'un filet de sécurité. Donc, les personnes qui peuvent avoir des idées suicidaires, les personnes qui sont dans la consommation, qu'on n'est pas capable d'aller chercher, qui ont une santé mentale fragile. Donc, Roland va aller à des endroits stratégiques. Il va se promener le soir, la fin de semaine, pour aller justement prendre contact avec ces personnes-là. Qu'est-ce qui est intéressant dans avec le travailleur de proximité, c'est que c'est quelqu'un qui a une façon de travailler qui est un petit peu différente de nous dans les bureaux. Fait que Roland ne tiendra pas de tenue de dossier, ne fera pas de notes. Donc, c'est un travail qui est très, très confidentiel. Puis c'est ça qui est apprécié de la clientèle. Parce que il va rencontrer les gens qui sont un petit peu marginaux, tu sais, qui ne viendront pas nécessairement au bureau, puis qui ne veulent pas non plus se faire identifier qu'ils reçoivent des services, tu sais. Fait que c'est très apprécié de la communauté, ce travail-là, puis très apprécié de nous aussi parce qu'il va rechercher vraiment des gens que nous, on n'est pas capable d'aller chercher. C'est ça. Tu sais, des fois, on reçoit des appels à l'aide, mais par la bande, exemple, que ce soit au niveau de notre collaboration avec la SPUM, que ce soit des familles qui nous disent, là, je suis inquiet pour telle personne, mais cette personne-là est sans domicile fixe ou est partie sur un gros épisode de consommation. Donc, on ne peut pas l'appeler, on ne peut pas se déplacer pour le trouver. Bien, Roland, surtout maintenant, il est connu par la population de plus en plus, ils connaissent son rôle, donc ils vont plus l'aider à trouver cette personne-là, ou Roland va connaître un petit peu plus où est-ce que cette personne-là se tient. Donc, c'est qui ses amis, c'est qui... Donc, dans le but, évidemment, pas de les rechercher, mais surtout de leur offrir notre aide puis leur offrir de l'écoute. Tu travailles beaucoup avec les jeunes, lui? Bien là, c'est une excellente question. Tu me devances. En primaire, on a maintenant un travailleur de proximité jeunesse. Okay. Un deuxième. Donc, qui vient de rentrer, ça fait une semaine ou deux. Donc, c'est Marty Pinotte, qui était au CR avant, donc qui a un bon lien avec les jeunes, qui connaît les jeunes. Roland, quand on a engagé Roland, qu'on a créé ce poste-là, c'était un peu un poste pilote. Un peu à l'essai, pilote, exactement. Puis on a remarqué que le besoin était vraiment là, le besoin était grandissant. On est une communauté, mais sur 2 territoires, fait que c'est dur de combler toutes les demandes. Donc, Marty va être avec nous maintenant pour répondre aux demandes qui sont jeunesse. Donc, est-ce qu'il va venir faire des tours à l'école? Oui, exactement. Vous allez le voir venir se promener, surtout à l'heure de la fin des classes, là, autour des 3 écoles. Ici, tranquillement, il commence à se faire connaître. Ça fait juste il est dans sa 2e semaine, là, fait que il commence tranquillement. Marty, son rôle, ça va être un petit peu comme Roland. Ça va être donc d'aller dans les endroits où les jeunes peuvent se tenir, où est-ce qu'ils peuvent aller consommer, puis de se faire connaître par les jeunes. Puis des fois, quand on est dans l'adolescence, on a comme l'impression qu'on se fait un peu comprendre par personne. Là. Nos parents, ça comprend pas, l'école, ça comprend pas. Ils n'ont pas le goût de venir voir la TS non plus. Fait que, tu sais, Marty, ça va être un peu le rôle de grand frère. C'est ça qu'on recherche. Puis que les jeunes puissent se confier à lui. Que Marty puisse les orienter vers des services. Faire de la réduction des méfaits, leur offrir de l'écoute, puis leur dire qu'est-ce qui existe comme service si jamais ils pensent que ça peut être nécessaire, puis qu'il y a de l'ouverture au niveau des gens. Donc, c'est une nouvelle ressource, puis on est bien contents. Fait que oui, vous allez le voir de plus en plus. Il va y avoir un horaire différent de Roland, parce que Roland, c'est vraiment la nuit, la fin de semaine. Marty, on vise plus peut-être la fin des classes, puis jusqu'à peut-être 11h minuit. En soirée, c'est ça, la fermeture des maisons des jeunes, genre. Là, parce que c'est sûr que les enfants de 12-13 ans à 3h du matin, ils sont pas supposés être là. Mais c'est ça, fait que ça va être un petit peu différent, mais ça va être quand même en dehors des heures d'ouverture du bureau. Les deux, ils se promènent à Ouachat. Ils font les deux, exact. Exactement. Souvent, tu sais, par expérience, je sais que Roland, ce qu'il faisait beaucoup avec les jeunes, c'était lui donner des livres en fin de soirée, là, entre Ouachat et Malio. Ou après les sports, aussi après les périodes de sport. Exact. Mais c'est gagnant de les avoir les deux. Exact. Pour terminer, il y a le colloque Pacatagan, ça s'en vient, c'est notre 2e édition cette année. C'est un colloque au niveau de la prévention du suicide, au niveau de santé mentale, toxicomanie, c'est tout centré sur la culture. Donc le but est de recréer ces racines-là
au niveau de la culture pour assurer une meilleure guérison en tant que communauté. Donc, il va y avoir plein d'ateliers, de conférences qui vont tourner autour de ces thématiques-là. Donc, c'est du 19 au 24 octobre. Ça s'en vient. Donc, pour s'inscrire, vous pouvez contacter là, directement la première ligne. On a oublié de le dire tantôt, mais on a deux points de service. Donc, au 1089 de Quin à Ouachat, puis en face de la radio à Maliotenam, donc à la maison de la famille. Donc, vous pouvez contacter pour vous inscrire. C'est gratuit pour les employés de Itum et pour les membres de la communauté Ouachat Maliotenam. Donc, on vous invite en grand nombre. C'est vraiment un beau colloque qui offre vraiment des bons outils. Là. Mais pas aussi beau que le colloque d'éducation. Ça, c'est pendant le jour? Oui, puis de soir aussi, il y a des météchans le soir, il y a des soirées de prière, il y a toutes sortes de choses. Puis ça finit par un gros banquet le jeudi. Mais l'horaire va sortir sous peu, là. On travaille là-dessus. Là. On est là-dedans, là. J'ai vu que Mélodie, c'est ça qui est venue à l'école cette semaine pour prendre des inscriptions. Ça se peut très bien. Il va y avoir un mini-colloque, en fait. Ouais. On n'a pas parlé, donc c'est le 17 octobre. C'est une journée d'atelier qui va être ici à Manikanetich pour les jeunes. C'est ça. Pour jeunes. Exactement. Fait que ça va être notre équipe enfants, jeunesse, famille très élargie qui va être là. Fait qu'on est bien contents. Mais merci. Merci.